Ce PV-là, tel qu'il est là, nous l'amenons devant le tribunal. N'est-ce pas une manière de tronquer quand même la loi? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas demander une chose et son contraire. Vous dites que la justice au Congo elle est un peu lente, ainsi de suite. Mais nous vous disons, allons à cette procédure de flagrance. D'ailleurs, vous savez, cette procédure de flagrance, c'est ce qui permet à ce que certaines personnes qui jouissent des privilèges de juridiction ou des immunités, si nous arrivons à les traduire directement en justice, c'est par cette procédure de flagrance. Sans la procédure de flagrance, ils peuvent se retrouver comme des personnes qui peuvent demeurer dans l'impunité. Donc pour vous, la procédure de flagrance est un raccourci? Et c'est la meilleure procédure pour moi. Je pense que la meilleure politique pour un État comme celui-ci, où les gens prétendent toujours que la justice elle ne fonctionne pas comme il se doit. Moi, je pense que nous devons plus, nous, ministère public et les cours et tribunaux, nous devons plus faire application de la loi en rapport avec la procédure de flagrance. À côté de ce débat, il y a le problème de clameur publique. On a l'impression que le ministère public est motivé par ça. Et aujourd'hui, la législation congolaise est en train d'être confrontée à la pratique congolaise où on est pressé de voir quelqu'un qui est déféré en justice. Le ministère public est obligé de dire. Non, le ministère public ne fait pas plaisir. Je vous ai dit que le ministère public, l'instruction en matière de flagrance, l'instruction se fait à l'audience. Combien de personnes ont déjà été acquittées pendant cette procédure de flagrance? Je sais que rares des cas où il y a eu acquittement, je sais. Il y a quand même des cas, je sais, à l'époque, pour ne pas parler de mon parquet, le tout premier parquet qui m'a reçu dans la ville de Kinshasa, le parquet de Kalam. Nous avons eu à l'époque, quand les phénomènes Koulouna, nous avons déféré plusieurs personnes de flagrance. Et il arrive pendant l'instruction, les prévenus entre eux, et vous arrivez en instant, on sent que tel n'est pas coupable. Et on arrive à demander l'acquittement de la personne. Est-ce que vous êtes avec ceux qui pensent que la procédure de flagrance est une manière de couvrir la... Je ne pense pas. C'est une vision erronée de la chose. La procédure de flagrance, vous savez, c'est la seule procédure où nous tous, nous découvrons les faits. Même le ministère public, je vous ai dit, non? Les magistrats, d'ailleurs, sont surpris qu'on l'appelle par son chef et dit, voilà, vous allez à l'audience. On découvre tous les faits. Parce que je vous ai dit qu'à supposer qu'on a amené les témoins et la victime de coups et blessures, ou bien quelqu'un qui a été, il y a un meurtre, vous savez que la personne était en vie. C'est elle qui lui a donné un coup qui a conduit à son décès. Le corps est là. Parfois, les faits parlent d'eux-mêmes en matière de flagrance. Donc, on instruit sur base de ce que nous... Donc, personne ne peut prétendre... Il n'y a pas de procédure de recherche d'empreintes digitales, des enquêtes pour établir réellement les culpabilités de chaque personne. Oui, je sais que si cela nécessite, il n'est pas dit qu'on poursuit en flagrance, immédiatement, le tribunal doit rendre la décision le même jour. Non, je vous ai dit ici qu'il peut arriver que le tribunal ne soit pas en mesure d'épuiser sa saisine. Alors à ce moment-là, le tribunal doit devoir renvoyer la cause. Avec comme conséquence, lorsque le tribunal doit renvoyer la cause, la personne doit être placée en détention préventive. Et la loi exige, ce n'est plus le parquet qui place sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que le parquet ne pose plus des actes dans cette matière-là. C'est le tribunal. Et le tribunal a l'obligation de placer cette personne-là en détention. Parce que s'il n'y a pas d'acte, le tribunal ne peut pas renvoyer la cause. Il dit, non, je vous renvoie la cause, mais sans le placer en détention. Non. Nous devons demander à ce qu'on le place en détention parce qu'on doit poursuivre l'instruction. Alors, au terme de la loi, quel est le rôle du ministère public dans une procédure pénale en général? Oui, c'est l'organe accusateur. Notre travail, c'est cela. Nous vous déférons devant les cours et tribunaux et nous soutenons notre accusation. On l'appelle l'avocat de la société. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens de leur politique aujourd'hui dans le contexte purement congolais? Bon, pour autant que moi je ne me suis jamais plaint par rapport
à mon travail. Je considère que les magistrats... Nous, vous savez d'abord que, au départ, je peux mettre de côté la Bible. Nous avons une obligation, les magistrats, tout ce qu'ils font. Les magistrats de la RDC. Non, les magistrats ne peuvent même pas s'abstenir, parce que si les magistrats s'abstiennent à poser les actes qui entrent dans ces attributions, non seulement ils peuvent s'exposer à une faute disciplinaire, mais aussi ils peuvent s'exposer au déni de justice. Mais aujourd'hui, il y a quand même des prévenus qui contestent, après plusieurs audiences, des procès-verbaux établis en phase préjuridictionnelle ou bien lors de l'instruction du dossier par des magistrats. Oui, je sais que ce sont des choses, d'ailleurs, même pas les prévenus. Vous savez, plusieurs cas. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, depuis qu'il y a la loi portant protection de l'enfant, hein, il y a plusieurs majeurs qui, lorsqu'ils comparaissent devant l'OPJ, ils donnent l'âge réel. Lorsqu'il arrive au parquet, il sent déjà que, surtout tous ces violeurs-là qui sont poursuivis en cette matière, et il sent déjà que le taux est en train de se resserrer. Et avec les avocats véreux, qui peuvent se permettre de leur donner des conseils, non, aller changer un peu, est-ce que vous ne pouvez pas déclarer que vous êtes mineur? Vous savez que lorsqu'il y a doute sur l'âge de l'enfant, c'est la loi la plus favorable, c'est la loi portant protection de l'enfant. Lorsqu'il y a seulement 2 dates, les prévenus, lorsqu'ils vous disent non, devant l'OPJ là-bas, c'est à la police, peut-être on doit m'avoir torturé, mais quand il arrive devant les ministères publics, il dit non, moi je suis mineur d'âge. Il donne un âge qui correspond à la minorité. Immédiatement, les magistrats du parquet arrêtent l'instruction. Ils constatent seulement par la note de l'OMP que non, les prévenus déclarent qu'il est mineur d'âge. L'âge qu'il a donné à la police, ce n'est pas son âge réel. Ça, c'est l'invention de l'OPJ. Immédiatement, ce monsieur est déféré devant le juge pour enfants, parce qu'on sait que le juge pour enfants peut prendre des mesures. Il peut confier cet enfant à une organisation. Donc c'est ce qui explique le conflit qu'il y a entre les OPJ et les magistrats instructeurs. Hein? Non, il n'y a pas de conflit. Les OPJ, ce sont les auxiliaires. Il ne peut même pas y avoir de conflit. Est-ce que vous savez que les magistrats du parquet, c'est l'OPJ par excellence? Parce que tous les actes que les OPJ posent, nous les posons aussi. Mais ils agissent par délégation. Comment quelqu'un qui peut agir par délégation peut se retrouver en conflit avec celui qui délègue le pouvoir? Ça ne se conçoit pas. Monsieur le procureur, on va terminer avec cette dernière question. Comment faire pour rétablir cette confiance entre les justiciables et les magistrats du parquet? Non, d'abord, il y a la vulgarisation de la loi. Il faut que la loi soit vulgarisée. Il y a aussi une mentalité. Le peuple doit avoir une culture de la justice. Vous savez qu'une partie plaignante ne peut pas récuser un magistrat. Ça se dit même dans notre statut, si je ne m'abuse pas, l'article 59, quelque chose comme ça. Les magistrats du parquet, d'abord, vous ne le connaissez pas quand vous arrivez. Le dossier, quand il arrive, il entre chez le procureur de la République. C'est lui qui ouvre le dossier, qui attribue à un magistrat. D'où vient que, à la première minute, quand vous voyez les magistrats, vous dites non, sa tête ne me plaît pas. Les magistrats ne vous a pas demandé de l'aimer ou encore de vous faire aimer par les magistrats. Les magistrats, tout ce qu'ils recherchent, vous savez, mais en cas d'indice de partialité, on peut non, il n'y a pas. Non, d'ailleurs, en cas d'indice de partialité, le procureur de la République peut réattribuer des dossiers à un autre magistrat. Il faut que la personne arrive à prouver. Parce qu'il y a des personnes qui... Et ça, je peux... Vous savez, les Congolais ont un problème. Il peut accepter, quand il est partie plaignante, que lui peut rencontrer le magistrat, il peut solliciter de rencontrer le magistrat n'importe où. Mais s'il trouve le magistrat avec le prévenu, il estime déjà que ce magistrat est corrompu. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique acceptable de rencontrer un magistrat n'importe où? Il y a certaines personnes, quand ils viennent en justice, ils pensent déjà dans leur tête que lorsque moi je suis le premier à saisir la justice, j'ai raison. Or, ils oublient que l'instruction, d'ailleurs, quand vous êtes la partie plaignante, les magistrats, ils doivent vous poser plus de questions pour qu'il ait des éléments suffisants, parce que c'est vous qui allez... Monsieur le procureur, la relation, s'il vous plaît, la relation entre un magistrat
et une partie, les choses se traitent dans un endroit bien déterminé qui est le bureau du magistrat. Oui, on ne peut pas voir aujourd'hui un magistrat avec des parties en dehors des bureaux. Non, ça, je vous dis non. Tout de suite là, les magistrats n'est pas obligé de se retrouver en dehors. Non. Même quand vous venez au parquet, vous allez trouver que quand le prévenu, la partie plaignante, trouve le magistrat avec le prévenu, pour lui, il se dit que donc le magistrat a déjà un penchant vers le prévenu. C'est lorsque l'auteur... Vous savez, le problème, il ne suffit pas d'alléguer les faits. Toute fois que vous alléguez les faits, vous devez vous apporter la preuve. Et les magistrats, quand ils vous posent des questions, c'est pour réunir les éléments. Parce que supposez que vous n'amenez rien. Je vous ai dit ici que nous, on instruit à charge et à décharge. Il y a des cas, les gens, au lieu de passer par les parquets, il va directement citer quelqu'un devant le tribunal. Bon, la loi dit, dans les 72 heures, on doit nous communiquer ces pièces-là, nous devons prendre connaissance. On prend connaissance, on voit que bon, les faits ne sont pas établis. Et vous voyez un magistrat du parquet, bien qu'il soit à l'organe poursuivant, venir soutenir une accusation qui n'en est pas une. Non, ça se serait encouragé. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un travail, surtout vous, j'ai toujours loué votre travail. Vous avez permis aussi à un bon nombre de Congolais à accéder à la connaissance juridique de certaines choses. Mais il faudrait que les gens viennent, acceptent la culture de la justice. Je considère que même les magistrats du parquet ont aussi un travail de vulgarisation. Expliquer aussi aux justiciables leurs droits et obligations. Oui, c'est pour ça que nous le faisons régulièrement. Alors, nous disons à quelqu'un, voilà, vous n'avez pas raison. On libère les prévenus. Parfois, vous avez libéré les prévenus, il revient, il dit, mais toi tu es qui? Monsieur le procureur, excusez, je considère que c'est votre conclusion. Oui, c'est pour vous dire que c'est cette culture-là qu'il faut que les Congolais acceptent et surtout aient le respect de la justice. Je considère que c'est votre tout dernier mot. Je vous remercie pour votre disponibilité, monsieur le procureur de la République. On espère que ce ne sera pas votre dernière intervention au sein du programme Actualité judiciaire. Oui, je vous remercie et je profite de ce micro pour vous dire qu'il y a maintenant un 5e parquet de grande instance qui existe. Il est à Kinkole. Merci, monsieur le procureur. Page noire dans cette édition, le corps des magistrats et des avocats de la République démocratique du Congo a porté en sa dernière demeure la semaine dernière Maître Nestor Bokuma Etike, ancien magistrat, premier président de la Cour d'appel, mais également premier président de la Cour de sûreté de l'État. L'audience solennelle de déliement de son serment a eu lieu à la Cour suprême de justice Sobrinya Zaïna. Par cette note triste que nous terminons cette édition spécialisée dans l'actualité judiciaire. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.